Bonjour à tous, c'est Wadicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo d'actualité du 23-10, du 23 octobre 2024, on va parler de Meir Habib qui a récemment fait parler de lui puisqu'il a parlé des Palestiniens. Comme à son habitude, vous le savez, Meir Habib, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent que très peu, c'est un type très proche du sionisme israélien, qui est très proche de Netanyahou, qui est un ami de Netanyahou. Donc évidemment très proche du sionisme israélien extrémiste, considéré comme ce qu'on peut considérer comme une extrême droite israélienne. Et donc évidemment qui est, je le rappelle, Netanyahou est pour le projet du Grand Israël, qui est donc pour l'exploitation des terres palestiniennes. Et donc évidemment, Meir Habib, en tant que Français qui se revendique comme juif, sioniste, attaché de cœur à Israël et à l'histoire d'Israël, et qui fait plus ou moins, on va pas se mentir, qui est en fait le larbin de Netanyahou et qui est le larbin du sionisme, on va pas se mentir. Meir Habib, à chaque fois qu'il passe à la télé, à chaque fois qu'il passe sur les plateaux télé, à chaque fois qu'il passe sur des médias qui sont eux-mêmes en fait les idiots utiles du grand capital, à chaque fois qu'il y passe, à chaque fois, je sais pas, il arrive à faire toujours pire. Il arrive à faire toujours pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il dit une connerie, à chaque fois, soit il chiale en disant telle communauté a souffert, soit il se plaint ou alors il raconte des calembredaines. Il raconte des calembredaines en disant, par exemple, la fameuse rumeur des bébés dans le four, qui s'est avérée être fausse d'ailleurs. On l'a jamais entendu s'excuser et dire, bon bah voilà, excusez-moi, j'ai pas vérifié l'information avant de... non, non, non. Lui, il a entendu que des Palestiniens auraient brûlé des bébés dans le four. Tout de suite, hop, ça y est. Il s'est empressé une heure après d'aller sur les plateaux télé, de le répéter partout. Ça s'est avéré être une désinformation totale. Et donc, au lieu d'être un honnête homme et d'être dans une radicalité, une certaine honnêteté pure, qui pourrait prouver qu'il est quand même un petit peu moral, il aurait pu dire, bon bah voilà, c'est faux. Bah non, 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 on l'a jamais entendu parler de ça, même ne serait-ce que des civils palestiniens, c'est-à-dire que pour lui, il n'existe même pas. C'est-à-dire que pour lui, exactement comme Mila, les civils palestiniens, ce sont des terreaux. On n'a pas le droit de dire le mot en entier sur YouTube. Bref, donc encore une fois, il a réussi à faire pire. C'est 1,3 million de vues sur Twitter sur cet extrait-là, cet extrait de i24 News, qui est une chaîne israélienne, on le rappelle. On va écouter ce qu'il a dit, ça a fait le buzz, il y a plus de 5000 likes, 2000 retweets, 1 million de vues. Donc évidemment, je me devais d'en parler, on va essayer de rentrer un petit peu dans les profondeurs, dans les profondeurs, j'allais dire dans les profondeurs de Meir Habib. J'ai pas envie de voir ce qui se passe profondément dans lui. Mais voilà, on va voir ce qu'il a dit. Moi, je sais que les seuls colons dans le Gush Katif, ce sont les Palestiniens. C'était des zones vides que Israël a rendu le paradis sur terre. Et on a délogé 8000. C'est jamais arrivé chez aucun Palestinien. 8000 ont été déplacés. Aujourd'hui, ils doivent payer un prix à leur agression, un prix à leur haine, un prix à ces 1200 morts, un prix au sang qui a versé, ou ces mères qui ont pleuré, ou ces soldats qui sont en train de pleurer. Et ce prix, c'est la terre. Aujourd'hui, on a bien vu qu'on n'est pas dans une guerre de territoire. Aujourd'hui, c'est une guerre de civilisation. Ces gens-là ne veulent pas un pays à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. Sharon, que je connais intimement, j'ai des centaines d'heures en tête-à-tête avec Sharon, et y compris à la fin de sa vie, on n'a pas le temps d'en discuter, a fait au moins... On a compris que le retrait de territoire n'amenait à rien. C'était un échec absolu. J'étais absolument contre le retrait du Gush Katif. Il l'a fait. Au moins, on a vu que de sorte. Donc, Meir Habib, pour vous, il faut reconstituer le Gush Katif? Je n'aurai aucun souci demain à ce qu'une partie du Gush Katif, qui a été habitée pour la première fois par des mitnachalim, par des gens d'implantation juive, soit réhabité par des juifs. Si on vit en paix, moi j'ai aucun problème de vivre avec des Palestiniens à côté, comme les uns et les autres. Il n'y a aucun problème. Mais il faut accepter d'abord l'existence avant de savoir dans quelles frontières d'un État. À ce jour, ils n'acceptent pas l'existence de l'État d'Israël dans aucune frontière de ce soit. Encore, on va prendre les mêmes recettes qui ont échoué, on va essayer de les remoduler avec cette pseudo-diplomatie pour arriver à encore d'échecs. Moi, je pense pas à moi, je commence maintenant, j'ai plus de 60 ans, à mes enfants, à mes petits-enfants. Dans quel pays ils vont vivre, dans quelles frontières ils vont vivre. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'ouvrir les yeux, pas faire les mêmes erreurs. Pourquoi la personne qui a tué le père Hamel, la promenade des Anglais, le Bataclan, où Charlie avait un problème de territoire ou de colonie là-bas? Absolument pas. C'est l'islam intégriste qui veut conquérir le monde, et même les Libanais. Et M. Malbruno vous le dira,
aujourd'hui savent très bien, mais le problème c'est que le Hezbollah est trop fort et dans leur psychologie, comme 30 ans il a été aussi fort, ils pensent qu'il est aussi fort, il est beaucoup moins fort aujourd'hui. Bon, alors Meyer Habib, voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois il fait pire. Moi, j'avais pas vu l'extrait avant de commencer la vidéo pour pas me spoiler. J'avais juste vu effectivement ce qu'avait dit Serfia. Les Palestiniens doivent payer un prix à leur agression, à leur haine, et ce prix, c'est la terre. Bon, alors déjà, effectivement, comme vous le voyez, il y a vraiment cet esprit de vengeance chez Meyer Habib et qui est commun d'ailleurs à la plupart des juifs extrémistes sionistes. Il faut quand même le préciser, on précise parce que voilà, on prend toutes nos précautions. Le but, c'est de durer dans le temps, hein, dans ces analyses et dans ces vidéos YouTube. Le but, c'est pas de se cramer dès le début et de se faire bannir ou de se faire censurer bêtement pour des propos un petit peu lâches ou malhonnêtes. Donc, il y a cette chose-là qui est commune chez eux, c'est vraiment cette soif de vengeance, cette soif de « Ah bah lui, il m'a pincé, donc il faut que je le pince en retour ». Mais vous savez, moi je pense à cette phrase de Bouddha qui dit si la haine répond à la haine, comment finira la haine ?» Et c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs je ne suis pas vraiment d'accord sur les gens par exemple qui commentent mes vidéos et qui par exemple quand on parle, hier j'ai parlé de Golnadel, un autre jour j'ai parlé de Mila ou etc. Et comme ce sont des gens que je critique dans mes vidéos de manière une forme de critique radicale, une forme d'analyse, moi j'essaie toujours de rester rationnel. Et des gens en commentaire disent par exemple sur Mila, ah bah celle-là c'est une tepu, ou alors Golnadel, ah bah celui-là c'est un crevard, c'est un truc, Moi je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas d'accord dans le sens où on peut les considérer comme nos ennemis, même si, bon, ennemis c'est à différentes connotations, mais on peut les considérer comme nos ennemis idéologiques. Déjà de 1, moi je ne combats pas les gens, je combats les idées. Meyer Habib, je ne le combats pas lui, je combats ses idées qui sont nauséabondes. Je combats Golnadel, je combats ses idées. Mila, je combats ses idées. Il faut bien comprendre que ces gens-là utilisent ce qu'on peut appeler des armes, pas des armes physiques, hein, vous avez compris, ils utilisent un certain sens de rhétorique, un certain sens… en fait, ils utilisent des armes qu'on ne se doit pas d'utiliser. C'est-à-dire, on combat sur le même terrain. Ce n'est pas parce qu'on combat sur le même terrain qu'on se doit d'utiliser les mêmes armes qu'eux ou d'utiliser la même rhétorique, la même dialectique, le même… c'est pour moi une erreur. C'est pour moi une erreur. Comme je vous l'ai dit, Bouddha, il dit, et encore, ça peut être Bouddha, ça peut être n'importe qui, si la haine répond à la haine, comment finira la haine? Et on se doit, nous, moi j'estime être quelqu'un qui rétablit une certaine vérité. Je ne dis pas que ma vérité est une vérité unique, simplement j'essaie de remettre un certain sens moral et éthique dans le débat public, dans le paysage politique. C'est très important. Et moi je pense qu'on se doit d'utiliser ce que j'appelle l'arme verbale, la science du verbe. Pour ceux qui ont vu mon micro-trottoir où j'ai investi une manifestation pro-palestinienne, moi qui me revendique quand même du côté de la Palestine pour certaines raisons, quand je suis venu dans cette manifestation, les pro-palestiniens étaient contre moi parce qu'ils pensaient que j'étais un ennemi, parce qu'ils pensaient que j'étais un infiltré, parce que j'avais une caméra, un micro, que même si j'étais face à des gens qui étaient pro-Palestine comme moi, au lieu bêtement de dire allez la Palestine, bon bah j'ai essayé de rentrer en contradiction avec eux, de leur dire mais pourquoi vous soutenez la Palestine, quelles sont vos revendications aujourd'hui, etc. De même que c'est pas parce qu'on est passionné par quelqu'un, c'est pas parce qu'on fanatise quelqu'un qu'on est obligé d'admettre et de dire que cette personne-là a tout le temps raison. Si Meyer Habib demain il dit quelque chose de vrai, c'est pas parce que je ne porte pas Meyer Habib dans mon cœur que je vais forcément devoir dire ah bah non il a tort. Non, s'il dit quelque chose de vrai, j'avoue. Ce jour-là, à ce moment donné-là, il dit quelque chose de vrai. Et ça ne fait pas pour autant de moi un sioniste ou quelqu'un qui adhère aux idées de Meyer Habib et donc du sionisme et donc de Netanyahou et donc de ceci et donc de cela. Absolument pas. Il faut vraiment qu'on élève le débat. En réalité, c'est à ça que servent mes vidéos. Mes vidéos, elles servent à élever le débat. Elles servent à arrêtons de tomber bêtement dans ce que veut l'ennemi justement, de le nivellement par le bas, l'insulte, la violence ou encore le débat. Parce qu'il y a le débat et il y a la discussion. Moi, je suis pour la discussion au sens dialectique du terme. C'est-à-dire on utilise chacun certains avis, on utilise chacun notre culture et on essaie de se mettre d'accord sur ça. On essaie de trouver un sens à notre discussion, un sens au thème qu'on aborde. Ça ne sert à rien d'être dans le débat, dans toi tu as gagné, moi j'ai perdu ou moi j'ai gagné, toi tu as perdu. Ça c'est bête et méchant, c'est complètement binaire, c'est du TPMP. Il y a les gens pour, il y a les gens contre, il y a le bien, il y a le mal, il y a ceci, il y a cela. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Meyer Habib aujourd'hui, il vous dit que, parce que ça c'était la petite digression du début de la vidéo pour vraiment dire que, attention, en commentaire ou que ce soit même
quand vous essayez de rentrer dans une discussion ou dans un débat, ne rentrez pas avec les mêmes armes que l'ennemi. Ça ne sert à rien, vous allez perdre. Ou alors vous allez vous abaisser à son niveau. Et s'abaisser à son niveau, c'est terrible. Moi, je ne veux pas m'abaisser au niveau de Meir Habib. Donc, il vous dit que les Palestiniens doivent payer. Il vous dit que les Palestiniens doivent payer. Il vous dit que pour les 1200 morts, très bien, Meir Habib, mais le problème, c'est qu'encore une fois, tu fais preuve de malhonnêteté. Si moi, demain, je viens chez toi, dans ton appartement, je sais pas, tu dois vivre dans le 16e ou certainement, ou dans le Marais, ou je ne sais quel arrondissement de Paris, grassement payé par les impôts des Français d'ailleurs. Si demain je viens chez toi et qu'en fait j'invente un décret, j'invente une loi qui me dit qu'en réalité la maison dans laquelle tu es, bah, c'est la mienne. Donc je dois cohabiter avec toi maintenant. Je rentre chez toi, je cohabite avec toi. Puis, tu sais, moi j'ai le salon, la cuisine, toi tu as la salle de bain et la chambre d'amis. Puis demain, je te dis, bah, finalement, la chambre d'amis, je vais la prendre. Parce qu'en fait, c'est écrit dans mon décret, c'est écrit dans mon livre. Puis après, je te prends la dernière pièce dans laquelle tu es, je te prends et puis, je sais pas, tu vis avec des amis, et ben moi, je violente tes amis. Je vole tes amis. Je vole les affaires qui sont dans ta chambre. Bon, évidemment, c'est une métaphore un petit peu ubuesque, un petit peu bête, mais c'est pour vous dire, les Palestiniens vivent ce sort-là. Il faut bien le comprendre. Les Palestiniens, ils vivent sur une terre. Et il faut savoir que, pour ceux qui ont lu le livre « Comprendre le conflit israélo-palestinien » du Sefindi, elle est dans la description si vous le voulez, évidemment. C'est un livre fabuleux. Les Palestiniens ont toujours vécu entre juifs, chrétiens et musulmans. Youssef Indy précise dans son livre que les Palestiniens, les juifs palestiniens, c'était les juifs et les Palestiniens du vieux Yishuv, qui pratiquaient un judaïsme originel, qui pratiquaient Shabbat, qui pratiquaient les rites religieux originels au judaïsme, tout comme les musulmans pratiquaient aussi de leur religion, les chrétiens aussi, etc. Chacun vivait de sa religion, chacun vivait de son savoir-faire, chacun vivait de ses mains, chacun vivait de ses terres agricoles, chacun vivait, voilà, j'ai envie de dire, comme le dit Francis Cousin, on peut limite comparer ça à des communautés organiques qui sortaient encore de ce qu'on appelle aujourd'hui un espèce de capitalisme productif, industriel, etc., qui veut faire de nous des marchandises, qui veut faire de nous une marchandise universelle. Voilà, c'était des gens qui vivaient agréablement. Et donc, je reviens à mon propos, c'était des Palestiniens du vieux Yishuv qui pratiquaient un judaïsme originel. Et dans son livre, il nous explique que ce qu'on appelle les Palestiniens du nouveau Yishuv, les Juifs du nouveau Yishuv, c'est tous ces Juifs-là qui viennent en général d'Europe de l'Est. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, Netanyahou, le père de Netanyahou, son vrai nom, c'est pas Netanyahou. Et même Netanyahou actuellement, son vrai nom, c'est pas Netanyahou, c'est Mileïkovski. Ils ne le savent pas, c'est Mileïkovski. Mileïkovski, je suis désolé, ça sonne pas sémite. Parce qu'il faut rappeler qu'en Palestine, c'est des sémites avant tout. Les Arabes sont des sémites, c'est-à-dire que juifs comme musulmans palestiniens, ce sont des sémites. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça le plus marrant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart, alors je vais dire une statistique un petit peu faussée, mais je dirais que 80% des Israéliens aujourd'hui qui vivent en Israël et qui proclament l'État d'Israël, qui proclament le projet sioniste d'envergure de Grand Israël et de dégager la population palestinienne, ces juifs-là font partie des juifs européens, du nouveau Yishuv. Et justement, dans ce livre-là de Youssef Indy, qui je le rappelle est dans la description, ces juifs-là de l'ancien Yishuv, quand ils ont vu les juifs du nouveau Yishuv arriver, bon bah ok, ce sont des juifs comme nous, très bien. Sauf que ces juifs-là étaient lourdement critiqués par les juifs de l'ancien Yishuv. Pourquoi? Parce que ces juifs-là ne pratiquaient pas un judaïsme originel. Ils pratiquaient déjà une certaine forme de sionisme, une certaine forme de judaïsme faussé. Une forme de judaïsme qui ne respectait pas Shabbat, qui ne respectait pas les lois juives, qui ne respectait pas les traditions juives, qui ne respectait… Eh oui. Et il faut savoir même que les premières victimes, en réalité, dans le conflit israélo-palestinien, ce sont des juifs du vieux Yishuv. Les juifs du nouveau Yishuv européen, les premières victimes de ces juifs-là, c'était les juifs du vieux Yishuv. Des juifs qui tuent des juifs qui agressent des juifs qui volent des terres à des juifs. Vous imaginez? Et ça, on n'entend pas sur les plateaux télé. On n'entend pas de la bouche de Meir Habib. On n'entend pas. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc aujourd'hui, actuellement, les Palestiniens
qui eux sont, à proprement parler, originaux, des terres palestiniennes, se font, qu'on appelle grands remplacés, par des juifs qui se proclament originels israéliens, juifs israéliens, qui en fait ne le sont pas. La plupart sont des juifs expatriés, ce sont des juifs d'Europe. Bon, évidemment, après on peut revenir aux origines du judaïsme. Les origines du judaïsme, ça vient de… Oui, bref, mais entre-temps, il y a eu du mélange. Entre-temps, il y a eu une diaspora des juifs. Il y a eu une grande diaspora, vous le savez très bien. Les juifs, c'est le peuple qui a été le plus en exil dans l'histoire du monde. Donc évidemment, ils ont dû se mélanger. Évidemment, ils ont dû s'adapter à d'autres cultures. Ils ont dû s'assimiler. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la vidéo, Meir Habib, il porte ce qu'on appelle une petite… je sais pas, on dirait c'est le logo du sida, mais jaune. Enfin, de la lutte contre le sida, excusez-moi. Bon, ça, on peut relier ça à l'étoile jaune comme à l'époque. Et ben, vous savez, ça me rappelle le Moyen-Âge français ou même le Moyen-Âge européen. Vous savez qu'il y a énormément de rois qui ordonnaient aux Juifs ce qu'on appelle le port de la rouelle. C'était un port distinctif qui différenciait les Juifs des populations catholiques, chrétiennes ou tout simplement non juives. Pourquoi? Parce que les Juifs en Europe étaient les seuls à diriger les milieux financiers. C'était les seuls à tenir, à tenir les milieux des banques, de la finance. Pourquoi? Tout simplement parce que les chrétiens catholiques n'avaient pas le droit tout simplement de tenir ce genre de milieu. Ils n'avaient pas le droit, par exemple, de faire ce qu'on appelle l'usure ou le taux à intérêt. C'est-à-dire, je te donne 100 000 euros parce que tu as besoin d'argent pour ton terrain ou pour ta maison. Par contre, tu me rends 105 000. On appelle ça le taux à intérêt. Ben, ça, c'était interdit fut une époque chez les catholiques, chez les chrétiens. Donc c'est pour ça que les Juifs tenaient les milieux d'affaires, les milieux, ils sont connus pour ça, effectivement. Et certains rois, donc, ordonnaient le port de la rouelle parce que certains Juifs, pas tous, certains Juifs, utilisaient justement ce taux à intérêt de manière abusive. C'est-à-dire qu'ils donnaient 100 000 euros à un chrétien et en échange, ils disaient, bon, par exemple, il faut que tu me rendes 200 000. Plus du double. Il y avait une inflation du taux à intérêt. Et pas que. Et si vous voulez en savoir plus, il faut lire le livre Histoire de l'antisémitisme de Hervé Ryssen, que je recommande, qui est vraiment fabuleux. D'ailleurs, délicat, c'est Hervé Ryssen. Donc, et c'est marrant parce que ce port-là, enfin ce port de la rouelle revient aujourd'hui et qui a été autoproclamé par les… C'est-à-dire qu'avant, en fait, les rois ordonnaient aux Juifs de porter justement ce signe distinctif parce que certains s'assimiler comme faux chrétiens pour justement pratiquer l'usure ou le taux à intérêt, ou certains faisaient semblant de s'assimiler parce qu'il y a énormément de rois qui ordonnaient aux Juifs, par exemple, de se convertir au christianisme, au catholicisme, etc. Et bien là, c'est marrant parce que les Juifs, on dirait, c'est ce qu'on peut appeler ces Juifs sionistes médiatiques, très présents dans l'univers médiatique, mais tous, ce petit port de l'étoile jaune, ou ce petit port de, je ne sais pas c'est quoi ce signe-là précisément, ce petit signe, ce petit pins pour dire regardez, je suis, pour vraiment se différencier des non-juifs. Alors qu'à l'époque, justement, c'était mal vu. En fait, le port de la rouelle, c'était une sorte, certains appelaient ça de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les rois qui voulaient différencier les peuples selon un signe, c'est quand même une sorte de ségrégation. Aujourd'hui, Meir Habib, Arthur, Sarah Salman, Golnadel, tous ces, même Jean Messia le met alors qu'il ne l'est pas. Aujourd'hui, ces gens-là le mettent en soutien au peuple juif, en soutien au peuple juif sioniste d'Israël, volontairement. Ils le mettent volontairement, alors qu'à l'époque, c'était justement… Enfin, c'est vraiment, on est dans une sorte d'inversion accusatoire, on est dans une sorte de… On est dans le faux. J'ai l'impression qu'on est dans le faux, on est dans le spectacle de la marchandise, on est vraiment dans… C'est vraiment assez étrange. Donc, pour revenir sur Meir Habib, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Il y avait évidemment aussi quand il sortait de l'Assemblée où ils avaient diffusé un film sur le 7 octobre. Meir Habib était sorti en pleurant en disant voilà, c'est horrible. Enfin bref, c'était une vidéo qui était devenue un petit peu virale parce qu'on avait l'impression que c'était surjoué ou que c'était en tout cas, c'était un petit peu… romancé, voilà, c'était très dans la surémotion. Et c'est d'ailleurs le problème, c'est qu'en temps de guerre, c'est compliqué d'être très rationnel. C'est-à-dire que à partir du moment où l'émotion prend le dessus, on est forcément dénué d'un certain sens critique. Et on le voit chez Meir Habib, on le voit chez certains qui traitent par exemple les Palestiniens de vermine, de cafards. Vous imaginez quand même? C'est quand même très violent. Normalement, il faut rester un minimum rationnel, il faut rester un minimum dans un sens critique, éthique, moral. Et en temps de guerre, c'est très compliqué.
C'est très très compliqué. Ce qui en plus est encore plus, disons, cocasse, c'est que Meir Habib, lui, il n'est pas sur le terrain. C'est-à-dire que si lui, il était allé sur le terrain, qu'il avait combattu et qu'il revenait de la guerre, on pourrait comprendre qu'il soit autant dans l'émotion, autant dans… Mais il n'y est même pas. Il n'est même pas en Israël. C'est-à-dire que le mec, il parle au nom de l'État d'Israël, il parle au nom des Juifs d'Israël. Il vous dit, oui, je pense à mes enfants, je pense à moi, je pense à mes petits-enfants. Mais et la France dans tout ça? Enfin, le mec, c'était quand même un député français. C'était quand même un type qui, en tant que député, touchait de l'argent tous les mois grâce aux contribuables français. Enfin, il faut quand même remettre ça sur la place publique. Il faut quand même remettre ça à la lumière. Il faut montrer que ce type-là est payé par le contribuable français, qui passe aujourd'hui sur des médias à la télé française, et que le mec parle plus d'Israël et parle plus des Juifs que de la France, que ce qui réside principalement en France, c'est-à-dire soit des athées, soit des chrétiens. Non, il parle aujourd'hui plus de la communauté juive que des Français. On dirait je dirais qu'il met même le mot juif au-dessus du mot français. Il met la religion juive au-dessus de la nationalité française. Et c'est là où c'est accablant, c'est là où c'est déstabilisant même. Parce que tu te dis, le mec est député français avec une binationalité, la nationalité israélienne. D'ailleurs, bizarrement, ça ne dérange pas. C'est-à-dire que quand Zemmour il vous dit il faut absolument virer tous les étrangers qui ont la double nationalité, il parle évidemment des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Africains. Voilà. Par contre, quand il s'agit de dire bon bah ok, mais dans ce cas-là, on dégage Meir Habib. Parce que Meir Habib, il a la double nationalité, franco-israélienne. Et en fait, moi, c'est encore plus perturbant parce qu'à la limite, quand c'est des prolos qui ont la double nationalité, tu peux te dire oui, mais en fait, ils vont profiter des aides sociales, ils vont profiter de la CAF, ils vont envoyer l'argent qu'ils perçoivent en France, ils vont l'envoyer en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Très bien. Mais ça reste des prolos. Les mecs, ça reste une classe complètement utilisée par le grand capital, par la loi concurrentielle, libérale du grand capital. Je veux dire, c'est des mecs qui travaillent quand même. C'est des mecs qui participent en réalité au système français. Alors bien qu'il y en ait beaucoup qui vivent des aides sociales et qui ensuite prennent une partie de ces aides sociales et l'envoient en Algérie ou l'envoient en Nord-Afrique, je suis totalement d'accord. Et évidemment, ça c'est un problème, c'est un énorme souci. Mais maintenant, il faut comprendre que Meir Habib, c'est un député, c'était un député français. C'est-à-dire qu'un député français, il vote des lois en fonction, il vote des lois pour la France, pour les intérêts français. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'en tant que binational, donc franco-israélien, il ne vote pas en fonction des intérêts israéliens? C'est là le danger des députés à la double nationalité. Un député à double nationalité, en réalité, une fois qu'il est élu, qu'est-ce qui vous dit qu'il est pour les intérêts français? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas voter des lois en fonction des intérêts du pays dans lequel il a la double nationalité, en l'occurrence Meir Habib israélien? C'est là où c'est dangereux, parce que derrière Israël, c'est l'empire américano-sioniste. L'empire américano-sioniste, c'est l'empire de l'empire de la guerre. C'est l'empire de la destruction. C'est l'empire de la soumission. C'est l'hégémonie américano-sioniste. Il faut bien le comprendre, ça. Il faut bien le comprendre. Donc, c'est là où, effectivement, de un, on élève le débat, mais de deux, on pose les vraies questions. On pose les vraies questions. Pourquoi Zemmour se plaint de la binationalité franco-algérienne, mais ne se plaint pas de la binationalité franco-israélienne? Alors oui, mais en fait, les Algériens, ils profitent du système. Oui, mais en plus, les Algériens, ils sont à majorité musulmans. Et donc, les musulmans, c'est l'islam. L'islam, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est les attentats. Oui, d'accord, mais en fait, ça, c'est déjà de un, c'est des amalgames évidemment mis en avant par le spectacle de la marchandise et les publicitaires et les médias dans le but justement de faire croire aux Français médiocres que l'islam égale islamisme, islamisme égale djihadisme, djihadisme égale attentat égale Occident en danger. Déjà, il faudrait savoir qui est derrière évidemment le djihadisme, qui est derrière Al-Qaïda, qui est derrière l'État islamique. Tout ça, c'est des questions auxquelles Meir Habib ne répond pas. C'est des questions auxquelles Zemmour ne répond pas. Eh oui, il faut bien le comprendre. Parce qu'à un moment, pareil, Meir Habib, il dit, oui, il parle de l'islam. Je ne sais plus c'est quand, mais à un moment, il parle de l'islam. Il dit, voilà, il disait les attentats, les gens qui ont fait le Bataclan, Hypercacher, etc. Ce n'était pas des questions de territoire, c'était des questions de religion, c'est l'islam. C'est l'islam qui pousse les gens à la guerre. Truc. C'est pareil, c'est toujours, c'est constamment de l'amalgame. En fait, ce n'est pas de l'amalgame, c'est, disons qu'il ne rentre pas
dans la précision. Alors oui, on peut se dire, bon, bah, effectivement, il passe à la télé 2-3 minutes, il peut pas forcément rentrer dans la précision exacte. Ok, mais je veux dire, vous imaginez 2 secondes si n'importe qui, hein, un type musulman, dit, même pas musulman, un type normal, je veux dire, un type sans religion qui passe sur un plateau télé et qui parle d'Israël et des Juifs de cette manière-là, qui vous dit aujourd'hui tous les Juifs ce sont des terreaux. Aujourd'hui tous les Juifs, ce sont des meurtriers parce qu'ils tuent. Mais vous imaginez, demain il se fait perquisitionner. Demain à 6 h du matin, il a le GIGN, le RAID, les hommes en blanc, il a tout le monde derrière lui. Il a tout le monde à sa porte à 6 h du matin. Ce que dit Meyer Habib, vous remplacez le mot islam, musulman, par juif, judaïsme. Mais vous vous rendez compte, il se fait couper la parole en direct. Dites-vous que le général de la Ward, qui est passé chez BFM il y a 3 ans, c'était chez Morandini, donc c'était CNews, il y a un type qui lui dit, oui, vous parlez aujourd'hui de certains médias qui seraient contrôlés par une meute, mais de qui vous parlez? Et le général de la Ward, il dit, ah bah vous savez très bien qui dirige BFM, qui dirige le New York Times. Il ne prononce même pas une communauté, une ethnie, une religion. Il dit juste, vous savez très bien c'est qui dirige ça. Et il se fait couper en direct. Il n'est plus jamais invité sur un plateau télé. Il a été lourdement censuré. Je ne sais pas s'il a été condamné, je ne pense pas. Mais par contre, il a été épinglé, il a été humilié. Vous imaginez? Il n'a même pas prononcé de mots. Alors que là, Meyer Habib vous dit les musulmans, c'est l'islamisme, c'est le djihadisme, etc., etc. Il vous dit que les musulmans sont responsables des attentats. Il fait volontairement l'amalgame, comme la plupart d'ailleurs des mecs comme Zemmour, des mecs comme Jean Messia. Et ces gens-là, ils ne sont pas poursuivis. Ces gens-là, ils sont invités, ils sont promus. Et vous savez, ça me fait penser à une phrase que dit Francis Cousin. Il vous dit que le grand capital ne met en avant que ce qui le valorise. Et moi, je pense qu'en fait, le grand capital, qui plus est, on peut même parler d'oligarchie mondialiste qui détient les médias, qui détient la presse, qui détient… Voilà, tout ça. C'est une oligarchie mondialiste qui va dans le sens du grand capital. Le grand capital a besoin de gens comme eux qui font volontairement l'amalgame pour provoquer une division dans le camp français, une division chez les politiques français. C'est Meyer Habib qui met au-dessus de la France le judaïsme sionisme, ou le judaïsme sioniste, ou le projet sioniste, qui met au-dessus de la France les intérêts d'Israël, qui met au-dessus de la France tout ce qui est en rapport avec Israël et ce qui met en avant Israël, et ce type-là est invité sur les plateaux télé, il est promulgué, promotionné, il est invité partout. Vous imaginez? Moi j'ai peur. Je me sens plus en France. Attendez, les mecs qui sont censés nous représenter, on est censé parler de la France. On est censé parler des gens qui crèvent de faim. On est censé parler des SDF dans les rues. On est censé parler des Français qui ne retrouvent plus de boulot. On est censé parler des Français qui sont mis au chômage. On est censé parler des Français, des 6 millions de chômeurs. On est censé parler des 17 millions de retraités qui vivent par le travail et la cotisation de seulement 30 millions d'actifs. Qu'est-ce que ça va donner dans 25 ans? Ah mais ça, on s'en fiche. Non mais ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est est-ce que Israël gagne? Le plus important, c'est est-ce que Netanyahou est en sécurité? Le plus important, c'est est-ce que l'islamisme recule en Occident? Non mais vous imaginez 2 secondes? Et on est censé prendre les politiques au sérieux, quoi. Non mais sérieusement, les mecs. Sérieusement. C'est complètement débilitant, ça m'horripile. Et ça ne peut que témoigner de l'état actuel de la France. Aujourd'hui, on ne veut plus, parler des intérêts français. On vous parle des intérêts français qui vont dans les intérêts internationaux, qui vont dans les intérêts de l'Union européenne, de l'empire américano-sioniste et qui vont évidemment dans les intérêts du grand capital. Voilà, je pense que je m'arrêterai là. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler du livre « Comprendre le conflit israélo-palestinien ». Je vous incite vraiment, je le mets dans la description pour ceux qui veulent se le fournir. C'est un livre qui vous résume, moi j'ai parlé que d'un petit chapitre sur les juifs du vieux Yishuv et du nouveau Yishuv, mais c'est plus de 170 pages
qui, de manière condensée, vous parle du conflit israélo-palestinien, du mensonge sioniste, du mensonge israélien, et qui rétablit une certaine vérité sur ce conflit que vous ne verrez jamais sur les médias, que vous ne verrez jamais sur les vidéos YouTube qui dépassent les millions de vues, parce que c'est évidemment de l'opposition contrôlée, qui ne va pas dans le sens du capital, qui va dans le sens de la vérité, de l'éthique et de la morale. Voilà, je vous mets le lien en description. Mettez un like, abonnez-vous. Je crois que 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc ça me ferait vraiment plaisir qu'on atteigne, pourquoi pas, les 40 000 abonnés, ce serait cool. Ça montrerait aussi que un petit gars comme moi, un mec de 20 ans qui fait des vidéos dans son salon comme ça, qui prend un peu de temps tous les jours pour exercer un sens critique, la dialectique, la rhétorique, qui essaye de faire travailler ses méninges, bah voilà, ça paye un peu, ça paye en abonnés, ça paye en pouces bleus, en commentaires, et essayer de peser aussi dans la balance médiatique qui, elle, malheureusement, va dans le sens du capital parce que le capital ne met en avant que ce qui le valorise. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.